Le temps que tout le monde se connecte, bienvenue à tous pour ce 45e web atelier organisé par Patrimoine Environnement sur le réseau des Églises ouvertes, hein, tout nouveau membre de Patrimoine Environnement, donc qui fait qui est dans la suite logique de notre forum sur le patrimoine religieux organisé le 22 mars. Pour ceux qui n'ont pas vu, il reste disponible dans l'espace adhérent sur le site de Patrimoine Environnement. Tout vous sera donné dans l'espace de discussion. En bas de votre écran, vous avez une petite bulle écrite chat, donc n'hésitez pas à venir vous présenter, vous dire de quelle association vous venez, le temps que tout le monde se connecte. Bonjour Monsieur Brocard, de l'association des Avenues de Compiègne. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne connaissent pas, le webinaire que vous voyez est organisé par l'association Patrimoine Environnement. On est une fédération d'associations qui a pour but de sauvegarder le patrimoine culturel et naturel, dont le patrimoine religieux. Et donc, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas adhérent, si vous voulez nous soutenir, à adhérer ou bien à nous faire un don. Vous sera indiqué dans l'espace de discussion les liens pour faire des dons, pour adhérer. Si vous voulez des conseils juridiques, je suis donc moi, Laurence Deboise, je suis l'animatrice des webinaires et je suis également juriste de l'association Patrimoine Environnement. Donc voilà, si vous avez un problème juridique ou autre, vous n'hésitez pas, vous allez avoir mon adresse mail qui va s'afficher pareil dans l'espace de discussion. Mais c'est vrai que ces webinaires sont ouverts à tous, gratuits. Et du coup, voilà, si vous voulez nous soutenir, vraiment, n'hésitez pas à faire des dons ou à adhérer, ça nous aiderait beaucoup. En attendant que tout le monde se connecte, parce que je crois qu'on était là à l'instant, il y a 105 inscrits. Donc, on n'est même pas la moitié. Donc, en attendant que tout le monde se connecte, donc n'hésitez pas véritablement à tester l'espace de discussion. Je vous rappelle, cet espace de discussion sera le lieu où vous pourrez poser vos questions aux intervenantes à la fin de leur intervention. Je reprendrai les questions et on aura un espace d'échange pendant 30 minutes. Donc, vraiment, n'hésitez pas. En attendant encore que tout le monde se connecte, je vais vous redire les actualités de la fédération. Donc, n'oubliez pas les fameuses journées du patrimoine de Pays des Moulins qui seront organisées le 21, 22 et 23 juin. Les inscriptions sont encore ouvertes. Donc, vous allez sur le site, pareil, le lien vous sera donné dans l'espace de discussion. Vous avez également l'Assemblée générale de patrimoine environnement qui sera la semaine prochaine, samedi prochain, le 27 avril à Tours. Donc, on vous y attend, vous êtes tous les bienvenus. Il y a plusieurs choses qui sont organisées par la suite jusqu'à dimanche. Donc, si vous voulez, vous pouvez vraiment vous inscrire à toutes les animations qu'on va vous proposer. Et puis, pour les webinaires, les web ateliers, toujours 15h30, 17h. Je sais qu'il y a des petits couacs parfois avec Hello Asso, on ne sait pas pourquoi. On va résoudre ça là dès demain parce qu'on ne comprend pas pourquoi. Il y a parfois des messages un peu étranges. Mais pour ceux qui sont là, véritablement, l'horaire ne bougera jamais, enfin jamais, ne bougera pas là sur les prochains web ateliers. Ça sera toujours 15h30, 17h, toujours le mardi. Donc, on aura donc la semaine prochaine, mardi, un webinaire sur le droit et la pollution des eaux. Le 14 mai, sur les espaces protégés et plus spécifiquement sur Natura 2000. Et le 28 mai, c'est un rendez-vous des membres, donc spécifiquement pour les adhérents de patrimoine environnement, sur la hiérarchie des normes en droit de l'urbanisme spécifiquement. Et puis, ça sera l'occasion de discuter, de nous poser vos questions. La parole est libre, on ouvre tous les micros, on ouvre les micros et les caméras. C'est c'est beaucoup plus informel que nos web ateliers où vous êtes quand même un peu plus nombreux, donc peut-être un peu plus compliqué de laisser la parole à tous sous cette forme-là. Je vais encore un tout petit peu attendre que tout le monde se connecte. Donc je vois qu'il y a Madame Zobor, architecte, qui travaille à la DREAL Grand Est. Il y a également la commune de Lebas-Ségala dans l'Aveyron. Bienvenue.
Frédéric Jaillet, MPF de l'Isère, adhérent Terra, à Stern, conseiller technique à Color France. Très bien. Bonjour, bienvenue à vous. De Chaumont-en-Haute-Marne, l'association Innovatis Basilica est adhérente. Très bien. C'est peut-être aussi du réseau Église ouverte. Donc, merci à tous d'être là, hein. Il y a aussi Claude Laferté, Action Patrimoine. Marie, alors je n'ai pas le nom, je vais essayer Roquebert de la commission d'art sacré du diocèse du Mans. Est-ce que j'ai d'autres noms? C'est tous les noms que j'ai pour l'instant. Ah oui, si. Oui. L'association Innovatis Basilica est adhérente et pastorale du tourisme du diocèse de Langres. Voilà, pour être plus précis. Monsieur Jean-Michel Chauvet, bonjour. Et Serge Calangre, secrétaire de l'association Aligné en Morvan dans la Nièvre. Bonjour. Et ouais. Ah, d'accord. Monsieur Chauvet, l'ancienne chartreuse de Sainte-Croix en Jarret. Bonjour. Non, mais vraiment, bienvenue à tous. Je vais commencer à présenter nos intervenantes. Donc, Marie-Josée Michel, professeure émérite de la Sorbonne Paris-Nord, spécialiste d'histoire religieuse du XVIe et du XVIIIe siècle. Et vous êtes la toute nouvelle présidente du réseau Église ouverte de France depuis le 12 avril, donc c'est tout neuf. Vous faites suite à Michel Tilly, président sortant et qui est désormais président d'honneur. Et Madame Caroline Biencourt, conservatrice du diocèse de Cambrai et donc vice-présidente d'Église ouverte France, donc chargée des relations extérieures. Donc bienvenue à toutes les deux. J'espère que vous allez pouvoir nous expliquer exactement en quoi consiste Réseau Église ouverte. Donc, si je comprends bien, qu'il y a un réseau européen né en Belgique et qui est maintenant bien implanté en France. Euh, et vous avez, j'ai vu également des journées Église ouverte le 1er et le 2 juin. Donc, c'est un week-end le samedi et dimanche. Donc, n'oubliez pas, mettez ça aussi dans vos agendas. C'est la 17e édition. Donc, voilà, j'espère que vous nous en reparlerez parce que c'est très intéressant tous les événements voilà, liés à ça. Vous êtes aussi partenaire de pas mal d'événements, je voyais sur votre site internet. Le site internet, j'espère que n'hésitez pas à le mettre dans l'espace de discussion pour ceux qui ne connaissent pas. Ça vaut le coup, je trouve que c'est un bel outil. Donc, voilà, je vais vous laisser la parole. Merci, bonjour à tous. Merci Madame Deboise de cette De rien. transition. Donc, les nouvelles technologies nous permettent de diffuser nos informations eh bien, plus largement. Et donc, pour ma part, je suis dans nos bureaux à Arras, entourée de quelques autres membres du conseil d'administration et d'une de nos chargées de mission. Quant à notre présidente, Marie-Josée, elle est loin de nous aujourd'hui. À 150 km de Paris, pas si loin que ça, dans le Perche. Voilà. Et c'est intéressant parce que ça vous donne déjà une idée de la manière dont nous travaillons en essayant de le vivre à l'échelle du pays tout entier. C'est Caroline qui va commencer. Et puis, vous allez avoir une alternance de notre présentation entre l'une et l'autre, ce qui est aussi un beau symbole de la manière dont nous travaillons en équipe. Caroline, tu y vas. Merci Marie-Josée. Donc, on tenait à remercier le patrimoine environnement, justement, de nous donner la parole et de nous permettre de vous présenter ce qu'on a mis ici en place depuis une dizaine d'années maintenant, qui a fait ses preuves. Et on aimerait en faire profiter le plus grand nombre pour le bien commun de tous. Donc, nous allons vous faire une présentation à deux voix, Marie-Josée Michel et moi. Et puis, n'hésitez pas à nous poser des questions, soit par chat, ou alors on a fait en sorte de laisser un bon temps de discussion pour pouvoir échanger ensuite. Voilà. Donc, je vais vous partager mon écran et effectivement le diaporama que nous vous avons préparé. Alors, un point commun à tous,
Que nous soyons touristes, pèlerins, curieux, paroissiens, nous avons tous un point commun, c'est-à-dire que quand nous allons découvrir un lieu, eh bien, généralement, nous avons un réflexe, c'est d'aller regarder l'église, si justement elle est ouverte et accessible. Et très souvent, nous arrivons sur l'affront d'une porte close, d'une porte fermée, alors qu'on désirait y rentrer. Et donc, quel est le sentiment que ça procure sur chacun d'entre nous? Eh bien, c'est ce sentiment de frustration de ne pas avoir accès à un certain nombre de choses, à la fois du beau, de la culture, pour certains, un lieu de ressourcement, et de points pour se recentrer soi-même. Et en tout cas, pourquoi pas aussi faire un petit point hors du monde, dans un endroit qui est justement qui est hors du monde et qui donne aux personnes qui les visitent un temps suspendu. Donc oui, cet affront, ces cadenas, eh bien, le réseau Église ouverte vous propose de faire sauter justement ces cadenas. Alors, ça ne va pas de soi. Je vais vous donner un exemple. Quand vous partez en vacances ou quand vous quittez le domicile le matin pour partir travailler, nous faisons tous la même chose. On ferme l'édifice à double tour avec des systèmes de sécurité, des systèmes d'alarme. Quand, pour certains d'entre nous, on peut avoir aussi des maisons de vacances ou d'autres lieux, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On part une fois et on met, des draps sur les meubles, on vérifie que tout est en ordre et on sécurise tout. Parfois, on peut même avoir un gardien. Jusqu'ici, dans les paroisses, ce gardien, c'était les paroisses, les curés, de braves paroissiens qui pouvaient ouvrir l'église, mais qui n'en assuraient pas pour autant une surveillance. Et donc, on s'est renfermé peu à peu derrière un principe sécuritaire. Si on ferme l'église, c'est parce que l'on a des choses qui peuvent attirer la convoitise. Si on ferme une église, c'est parce que, on n'a plus les moyens de les ouvrir, faute de personnes qui veulent bien se charger de cette lourde tâche. Et puis, eh bien, si on veut vraiment rentrer dans l'église, soit on va aller pousser la porte de la mairie ou encore de l'accueil paroissial, ou si vraiment, vraiment, vous avez vraiment du mal à rentrer dans cette église, eh bien, vous allez attendre la prochaine messe qui aura lieu, peut-être 2 ou 3 mois, plus tard. Donc effectivement, en termes d'accueil, et en termes d'accessibilité, ces églises sont souvent fermés, faute de moyens et aussi, par sécurité. Mais le souci, c'est que quand on n'ouvre pas régulièrement ces édifices, comme quand vous quittez votre maison de vacances, eh bien 1 an après, quand vous pouvez la retrouver, vous pouvez avoir des surprises. Soit des vols, des dégâts liés à des intempéries, beaucoup d'humidité, de la poussière qui s'est accumulée. Pourquoi pas quelques visiteurs avec quelques insectes et quelques animaux qui leur ont élu domicile. Bref, un lieu où parfois on n'a pas vraiment envie d'y revenir parce que c'est pas très accueillant. Et donc les conséquences de ne pas ouvrir ces églises, de les rendre hermétiques, eh bien ça nuit effectivement à l'accessibilité de services qu'une église devrait théoriquement avoir. Et c'est ce que nous vous invitons à faire, c'est-à-dire faire des efforts pour rendre enfin ces édifices accessibles. Tous, nous avons une part de responsabilité. Je ne ciblerai ici absolument personne, mais c'est une démarche qui demande des efforts à l'heure actuelle, puisqu'on a de moins en moins de personnes sur le terrain. Et pourquoi se priver de la découverte du beau, qui est à la proximité de tous?
juste derrière une porte et qui est théoriquement accessible à tous. J'ai l'habitude de dire que nos églises, ces églises, ont et conservent ce rôle de maison commune que beaucoup de maires à l'heure actuelle, lors de restauration, ont l'impression de redécouvrir ce rôle de maison commune. Ces églises, elles sont pour la population et elles doivent être aussi portées par la population. C'est un lieu de vie pour tous et par tous. J'aime dire que nos églises, dans certains territoires, ce sont les dernières maisons de service public accessibles à tous gratuitement. Dans beaucoup de petits villages, on peut avoir successivement la banque qui a quitté le lieu, la boulangerie qui a quitté, puis la poste, et la mairie qui peut être elle aussi ouverte une fois par semaine. Et ces églises, eh bien, c'est un matériau qui est disponible pour tout le monde et par tout le monde, et qui mérite d'être ouvert. Cette ouverture à tous, effectivement, c'est un pari sur l'avenir. Un pari qui s'adresse tant aux visibles, c'est-à-dire aux gens qui ont l'habitude de visiter et de fréquenter ces églises, qu'aux invisibles. Et notre discours ne peut pas ignorer ces invisibles qui ont besoin de se ressourcer dans ces lieux d'une spiritualité énorme. Donc, osons changer de regard et osons faire sauter les cadenas. Et le réseau Église ouverte, eh bien, c'est une des solutions que nous pouvons vous proposer. Parce que oui, une église ouverte, c'est un lieu de découverte du patrimoine religieux, de transmission du savoir. Oui, une église ouverte est un lieu d'accueil et de réconfort. Et oui, une église ouverte est un lieu de culture. Tous ces éléments-là ne s'opposent pas les uns les autres, ils se complètent et se renforcent. Et c'est ainsi que c'est un lieu de vie communautaire. Les pierres amènent aux hommes et vice-versa. Donc, ouvrir son église, c'est accueillir, rendre vivant, sécuriser, sauver et transmettre. Notre cri d'alerte, en fait, ce qui nous a motivés depuis une dizaine d'années pour trouver une solution pour ouvrir ces églises, j'aime à dire que c'est un peu comme le sonneur de Notre-Dame, qui est de militer pour le droit de laisser nos églises ouvertes, pour accueillir et rendre vivant. Ce sont des lieux qui nous ont été transmis. Nous avons le devoir de passer le relais, de transmettre notre héritage en bon état et avec de nouveaux moyens pour être ouvert au plus grand nombre. Et donc, je vais céder maintenant la parole à ma présidente, Marie-Josée Michel, en poésie. Vous connaissez tous ce poème de Paul Claudel. Les premiers vers de ce poème sont « Il est midi, je vois l'église ouverte et il faut entrer ». Alors voilà en fait qu'apparaît le réseau européen Église ouverte, réseau d'églises ouvertes et accueillantes. Ce que je vais vous proposer maintenant, c'est tout simplement, peut-être de manière moins poétique, mais très concrète, un zoom sur le réseau. Alors, aux origines du projet, il y a en fait une expérience de nos amis belges en Europe du Nord, derrière Marc Huinen et son épouse, qui réalisent à quel point l'Europe du Nord est en avance par rapport à nous en ce qui concerne l'ouverture des églises. Et en 2007, ils fondent l'antenne belge de Open Churches, avec l'ASBL, Église ouverte en Belgique. Ils sont suivis, nos amis belges, de peu par des initiatives autour de Michel Tilly, autour de l'évêque d'Arras, qui vont lancer les premières initiatives dès 2012 et qui aboutissent en 2014 à la création d'une association française, loi 1901,
qui s'appelle Église ouverte Nord-de-France. Et puis, le travail de boule de neige se fait progressivement. 3 ans après, c'est le développement du réseau dans le Grand Est, un petit peu en Bourgogne, en 2019 en Normandie, et puis même en 2021 dans le Vaucluse, au point que, il y a quelques mois, en 2023, il nous a semblé comme une évidence la nécessité de créer, à partir d'Église ouverte Nord-de-France, Église ouverte France. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'abord d'une réponse. C'est une réponse, en fait, aux enjeux du patrimoine religieux en France. Vous savez tous à quel point le devenir du patrimoine religieux, le devenir des églises, en particulier en France, mais aussi en Europe, peut poser question compte tenu de l'état des bâtiments, des fermetures relatives. C'est aussi un enjeu, même un enjeu de société. Beaucoup s'interrogent. C'est vraiment une question sociétale. Que deviendront les églises européennes, les églises françaises d'ici à 20, 30 ans, compte tenu de l'évolution du monde de la pratique religieuse? Et aussi, en matière d'enjeux, la question se pose pas seulement du point de vue des politiques, mais aussi, je dirais, du point de vue des territoires ruraux. Caroline vous l'a bien expliqué tout à l'heure. Il y a un véritable intérêt pour le bien commun autour des églises, en particulier dans les territoires ruraux. Souvent, c'est encore le dernier symbole collectif qui peut réunir, rassembler et qui est commun à tous. Et puis, c'est aussi un enjeu, on l'a dit, pour chacun d'entre nous. C'est un enjeu de proximité, c'est aussi un enjeu touristique. Les églises sont souvent le principal lieu qui est visité lorsque quelqu'un découvre un village, découvre une région. Donc, c'est une origine venant donc de l'Europe du Nord, descendant progressivement, avec une réponse à toute une série, en fait, de questions qui nous interpellent en ce moment. Du coup, c'est pas étonnant que ce réseau européen ait finalement séduit, même si c'est encore modeste, même si c'est pas la seule solution, et c'est pas étonnant qu'il continue de grandir. État des lieux en 2024, plus de 600 édifices en Europe, dont 500 en Belgique. C'est là où on mesure la longueur d'avance de nos amis belges. Et à l'heure actuelle, 130 adhérents à Église ouverte en France. Essentiellement, vous le voyez sur la carte qui est projetée, dans 13 départements, il y en a à peu près 80 donc dans les Hauts-de-France, 30 dans le Grand Est, 20 en Normandie, 3 en Saône-et-Loire et une adhésion dans le Vaucluse. Les objectifs, évidemment, au quotidien pour ce réseau, en France comme en Belgique, comme dans le Grand-Duché de Luxembourg et ailleurs, c'est bien sûr de rendre accessibles les églises, toute chose que Caroline vous a présentée tout à l'heure, mais c'est aussi de créer des outils de communication, de médiation, initiés dans toute la mesure du possible et en fonction des demandes, des manifestations qui font vivre les églises, en accord bien sûr avec le curé affectataire, et puis au-delà, promouvoir les églises, et au-delà encore, en bout de course, l'objectif c'est de valoriser en fait l'ensemble du patrimoine religieux. Alors, pour le réseau Église ouverte, ça passe par une charte contractuelle entre notre association, loi 1901, et un bâtiment qui ne va pas signer, mais c'est la municipalité qui va signer, ou c'est une association patrimoniale qui va signer, ou c'est la paroisse. Alors, les éléments de cette charte, c'est finalement assez limité, mais c'est quand même symptomatique. Un engagement à ouvrir l'édifice de manière significative avec l'accord du curé affectataire.
c'est faire un effort d'aménagement pour accueillir, créer une ambiance agréable, d'accueil, mais c'est aussi d'utiliser à l'intérieur de l'édifice une charte graphique homogène. Et puis, le dernier élément de la charte contractuelle, c'est pour le nouvel adhérent de participer au fonctionnement du réseau. Donc, ce ne sont pas des choses qui sont insurmontables, mais c'est acté et c'est signé. Alors, l'intérêt, c'est que du coup, l'édifice et l'équipe qui est autour va agir en réseau pour le bien commun. C'est pas ouvrir l'église pour rester dans un entre-soi. C'est agir à l'échelle locale avec les bénévoles, les paroissiens, le curé, le maire. C'est aussi agir à l'échelle du territoire en ayant le souci des communautés, de la communauté de communes, de la communauté d'agglomération, de la commission diocésaine d'art sacré, de la pastorale des réalités du tourisme et des loisirs, des offices du tourisme. C'est-à-dire, c'est faire en sorte que l'Église qui est rentrée dans le réseau, elle ne reste pas toute seule, mais ceux qui la font vivre s'articulent à l'échelle locale avec le maximum de partenaires, à l'échelle territoriale avec le maximum de partenaires, et puis bien sûr euh, être en réseau avec les institutionnels et avec des associations et des fondations comme la Fondation du patrimoine, la sauvegarde de l'art français. Et vous voyez d'ailleurs à l'écran les partenaires nationaux et locaux d'Église ouverte France. Vous avez bien sûr Patrimoine Environnement, et je les remercie encore de nous donner la parole, mais vous avez aussi l'Institut Pèlerin du Patrimoine, vous avez la Sauvegarde de l'art français, et vous avez Bien commun, et puis la Fondation Stéphane Bern. Et puis, il y a les partenaires locaux, les conseils départementaux, Village Patrimoine, Petite Cité de Caractère, etc., etc. Donc, il y a, au-delà des partenaires et au-delà de la charte que je viens d'évoquer, il y a en fait une identité pour tous les membres du réseau, une identité qui se traduit par des outils, des objets qui sont professionnels, qui sont homogènes et que l'on retrouve pour chaque édifice. Il y a une bannière, il y a une plaque qui est apposée avec l'accord, en faisant très attention si c'est un monument historique ou un monument classé, avec l'architecte des bâtiments de France, donc quand c'est possible, sinon c'est mis en avant sur un support externe. Il y a aussi des badges, il y a aussi des cartes touristiques. Vous en voyez apparaître donc une à l'écran, une carte touristique qui est renouvelée tous les ans et qui est à disposition dans chaque église du réseau et qui vous donne la liste de tous les autres édifices qui ont aussi adhéré au réseau Église ouverte. Alors, il y a une identité avec des outils professionnels, il y a aussi une communication qui est unique et qui est commune et dont le centre de gravité est le site, justement, qui nous donne une visibilité internationale et nationale. Ce site, il est quadrilingue, français, anglais, néerlandais, anglais. Et vous voyez donc que sur ce site, vous pouvez retrouver le descriptif de chacune des églises du réseau, au moins dans ces 6 éléments les plus remarquables, et puis les prochains événements que chaque église lance ou va lancer, et une géolocalisation. Et je dirais que l'intérêt de tous ces éléments professionnels, c'est qu'à partir du moment où une église est rentrée dans le réseau, encore une fois, euh, c'est pas la seule solution, c'est une des solutions dans un éventail qui est sûrement très large.
Mais cette solution, elle a au moins un avantage, c'est qu'un adhérent, une église adhérente, dès lors, est reconnue vraiment comme un acteur et un interlocuteur fiable vis-à-vis des différentes institutions, des différentes collectivités. Ce qui prouve que finalement l'idée de ce réseau n'est pas si mauvaise et que ça fonctionne et que ça a une certaine séduction, c'est que finalement Église ouverte Nord-de-France puis Église ouverte France a été récompensée et a été lauréat du prix Patrimoine en 2022 lors d'une remise le 16 mai 23 à l'Institut de France. Alors, au-delà de ça, Caroline, à qui je vais repasser la parole, va rentrer encore un petit peu plus dans le concret et dans le détail pour vous montrer quelle est en fait, église après église, la méthode d'église ouverte, la méthode que nous suggérons pour valoriser, retrouver, accueillir et faire connaître et habiter, sauvegarder un édifice. Caroline, je te passe la main. Merci. Alors, la méthode Église ouverte, c'est une des méthodes qui peut exister. Comme Marie-Josée l'a dit, on ne vient pas ni remplacer, ni concurrencer une commission diocésaine d'art sacré ou une PRTL locale dans les diocèses ou encore d'autres associations de sauvegarde, absolument pas. On vient pas en concurrence, on vient vraiment pour vous accompagner. Donc en fait, la méthode Église ouverte, en fait, ce sont des solutions concrètes qui sont prêtes à l'emploi. Ce sont des solutions concrètes qui sont de qualité professionnelle et qui sont reconnues dans le monde du tourisme. Ces solutions, elles peuvent vous aider à décider de l'ouverture d'une église, vous rassurer pour l'ouverture d'une église et pour vous accompagner dans cette ouverture. Puisque Église ouverte, en fait, c'est un label, c'est une marque, et généralement, un label en entraîne d'autres, et ça vous donne localement un gage à la fois de sérieux, mais aussi ça vous permet d'agir en tant qu'acteur reconnu. Donc, c'est une méthode qui est mise à disposition de nos savoir-faire pour vos églises. Donc, ce prêt à l'emploi, c'est l'accompagnement des équipes locales. On va vous fournir, avec l'adhésion, toute une série de documents ou de conseils pour ouvrir cette église. On va vous fournir donc des outils d'aide à l'accueil. On peut venir sur place aussi vous donner des conseils en matière d'ouverture ou d'accueil. On viendra aussi vous donner quelques conseils au sujet de la conservation et de la sauvegarde de l'église et vous donner aussi peut-être, vous ignorez peut-être que localement, vous avez des conservateurs des antiquités, des objets d'art qui existent dans vos secteurs ou un architecte du patrimoine à contacter pour la collectivité. Voilà, on va vous donner peut-être des choses que vous ne connaissez pas et pour gagner en efficacité et en sauvegarde du patrimoine. Et le dernier élément sur le prêt à l'emploi, c'est qu'on viendra se mettre à votre service pour concevoir vos outils de valorisation. La conséquence de cette démarche, eh bien, c'est que cet accompagnement va renforcer vos compétences locales. Vous serez aussi, vous, reconnu en tant qu'équipe bénévole accompagnée et qui avait envie de porter un projet. Et que vos équipes bénévoles, toutes seules dans votre église, eh bien, en adhérant au réseau Église ouverte, vous ne serez plus seul puisqu'il y aura peut-être des échanges de bénévoles ou d'équipes qui vivent la même chose que vous. Et c'est comme ça qu'on crée de l'émulation et des animations communes. Vous avez peut-être aussi, vous, créé des choses qui existent sur place. Eh bien, pourquoi pas en faire profiter d'autres pour les aider, les accompagner autrement. Et après cette démarche collective, eh bien, vous verrez aussi
que la vie locale de certains secteurs peut changer. Donc, on commence toujours par accueillir. On a tous reçu à un moment ou un autre des invités chez nous. Et qu'est-ce qu'on fait généralement? Alors, on peut commencer soit par le ménage, et puis on va dresser la table. On a plaisir à recevoir les gens. Et donc, pour exercer ce plaisir, c'est de leur donner un lieu dans lequel ils vont se sentir bien pour passer un moment de convivialité, quelques instants ou plusieurs heures. Voilà. Donc, ces conseils, c'est autour de rendre un espace accueillant, de créer une ambiance, pourquoi pas, et de vous aider à valoriser aussi les quelques objets ou les quelques éléments remarquables de votre église. Et le dernier élément, c'est vous êtes fier de votre église, eh bien, vous avez envie de la faire connaître. Eh bien, le réseau Église ouverte peut vous aider à communiquer sur l'élément dont vous êtes le plus fier. Donc, sachez que nous avons toute une batterie de documents, hein. Je vais passer très rapidement sur les documents, mais au moins vous les présenter brièvement. Nous avons des guides, des petits vade-mecum pour rendre une église ouverte et accueillante, dans la tradition de ce qui se faisait il y a encore une quinzaine ou une vingtaine d'années dans les commissions diocésaines d'art sacré. Donc voilà, cette brochure d'accueil que vous pouvez avoir en accès libre pour vous donner des conseils. Je vous ai mis quelques exemples de points d'accueil. Vous avez tous fréquenté une église et vous voyez qu'à chaque entrée des églises, on a souvent des accrochages un peu anarchiques, pas toujours non plus d'actualité. Eh bien, on peut peut-être, avec les moyens du bord, avec le matériel dont vous disposez, rendre un accueil peut-être plus accueillant, en tout cas pour une présentation des informations sur votre église, qu'elles soient par rapport au patrimoine, mais aussi aux activités paroissiales ou pastorales. On peut aussi créer un espace enfant, un coin enfant. On a des coins enfants pour les espaces de prière. Eh bien, eux aussi sont des visiteurs. Et donc, en tant que visiteurs, ils méritent aussi un certain intérêt. Donc, on va leur mettre à disposition un livre d'or. C'est très joli aussi, je trouve. Le lapsus est très joli. Un livre d'or où ils pourront dessiner, s'exprimer, peut-être aussi, pourquoi pas, mettre quelques intentions à destination d'éléments de personnes de leur famille, pourquoi pas. Et puis, on va leur créer aussi des petits jeux. Alors, on a créé des jeux bingo pour les enfants. Vous pouvez vous inspirer aussi de bestiaires, d'éléments de votre église pour créer de l'intérêt pour ces enfants dans ces édifices-là. Voilà aussi comment on peut aménager le point accueil église ouverte avec des dépliants spécifiques. Et puis, ces livres d'or qui sont de très belles récompenses pour les bénévoles qui ouvrent les églises. Habiter aussi l'édifice. Effectivement, on ne prend pas le temps de les habiter. On peut les habiter de plein de manières différentes, soit en mettant des éléments floraux, en créant des espaces de dévotion avec des pics cierges bien ciblés, de ranger certains espaces, comme on peut voir sur des alignements de chaises, créer un fond musical, une ambiance. Vous voyez, c'est des choses que tout le monde connaît, mais d'être sur place, de s'accorder un moment pour dire comment j'habite mon église et comment je peux la rendre la plus accueillante, bah, c'est du temps qui va être profitable à tous. On peut habiter aussi à travers du mobilier existant, comme je vous l'avais sur l'image de gauche, ou pourquoi pas créer un petit moment d'accueil, faire un petit rendez-vous café une fois par semaine à l'ouverture de l'église, pourquoi pas, ou une fois après la messe, pourquoi pas aussi. Ce sont des choses qui sont possibles. Ces images que je vous mets à disposition, ce sont des expériences que des bénévoles ont créées et mis en place dans leurs églises et qui fonctionnent et qui attirent. Comme je vous le disais tout à l'heure, accueillir, c'est aussi sauvegarder, c'est-à-dire avoir un regard un peu
pertinent sur des dangers ou des dégâts qui pourraient venir dégrader l'édifice. Donc là aussi, nous avons un petit guide d'audit sur la sauvegarde et les points de vigilance à avoir sur des éléments de dégradation du patrimoine. Vous êtes fiers de votre église et vous la connaissez mieux que tout le monde. Et en la connaissant mieux que tout le monde, eh bien, vous savez, en un claquement de doigts, en un regard, quels sont les éléments patrimoniaux ou des petites anecdotes spécifiques sur votre édifice. Et donc, votre connaissance, eh bien, nous allons la mettre de manière uniforme, d'une manière plus calibrée, dans le calibrage du discours touristique et dans la forme, mais aussi, pourquoi pas, vous aider à choisir du fond si vous êtes perdu dans la masse d'informations qu'il faudrait traiter. Donc, on va mettre en point une plaquette de présentation autour de 6 éléments remarquables de votre édifice. Et on va le mettre en forme, sous forme de plaquette ou de dépliant que vous pourrez mettre à disposition de vos visiteurs. Ces points remarquables, comme ces plaquettes, eh bien, sachez que ces plaquettes, vous pourrez les diffuser, les mettre dans des offices du tourisme pour inviter des gens extérieurs à signifier que ah ben, je ne sais pas quoi faire, je sais que l'église ouverte de mon village ou de tel lieu est accessible, je sais que je peux m'y rendre et pousser la porte. Ces dépliants touristiques avec une géolocalisation permet aussi de mettre en réseau ces églises. C'est-à-dire que si vous flashez le QR code, vous saurez qu'à 10 ou 15 minutes de là, eh bien, il y a une autre église qui vous attend et qui pourra vous accueillir. Toujours dans la présentation, donc là, on est vraiment sur le côté plus patrimonial des choses que sur l'accueil des gens. Alors bien sûr, vous pouvez investir dans des banques d'accueil ou dans des mobiliers d'accueil comme on vous présente là, avec la plaquette des 6 points remarquables. Mais vous pouvez aussi présenter les œuvres dans votre édifice à travers soit des cartels, on peut vous accompagner sur où positionner un cartel, comment le rédiger, que faut-il mettre. Alors, je tiens à rassurer aussi les gens sur la présentation des œuvres. On nous fait souvent une remarque sur le principe sécuritaire. Je reviens à mon propos du début. Je tiens à dire que plus on connaît une œuvre, plus elle est diffusée, plus elle est sécurisée, puisque forcément, on va se rendre compte tout de suite, à un moment ou un autre, si l'œuvre a disparu ou si elle est dégradée. Parce que naturellement, le regard du visiteur va y être attentif. Et dans ce cas-là, on réduit le laps de temps pour soit identifier la période d'un vol ou identifier, à cause avec beaucoup de photos des œuvres qui sont prises par les visiteurs, de voir à quel moment il y a eu une dégradation de l'œuvre. Le réseau va vous inviter aussi à participer à des événements, qu'ils soient nationaux ou locaux. On est forcément partenaire de la Nuit des Églises, qui se déroule de la fin du mois de juin au début du mois de juillet, aux Journées aussi européennes du patrimoine pour ouvrir votre église. Et puis peut-être que localement, vous avez un printemps des chapelles, un été les arts dans les chapelles. Ça aussi, ça peut être des éléments sur lesquels vous pouvez venir vous greffer et que nous, on relaiera. Vous avez des initiatives, des expositions. J'aime à citer l'exposition du sapin de Noël dans une église de mon réseau local. Eh bien, cette initiative, dans une toute petite église de village, 400 habitants, eh bien, chaque année, le bénévole qui anime ce réseau Église ouverte dans son église voit plus de 1000 personnes passer dans son édifice juste
pour voir l'exposition autour de la thématique du sapin de Noël. Donc, vous voyez que même ce type d'effort ou même ce type d'idée, vous pouvez le transposer chez vous. Ce sont des choses qui existent et que vous pouvez utiliser et qu'on met à votre disposition sur des idées. De la même façon, peut-être que vous avez déjà aussi fait des expositions. Peut-être que votre thématique d'exposition peut intéresser les autres du réseau. Et dans ce cas-là, nous, on peut soit vous aider à les reproduire ou les relayer dans d'autres églises du réseau. On est un peu dans une démarche gagnant-gagnant, une démarche où on est là pour faire de l'émulation et aller ensemble pour aller beaucoup plus loin. C'est vraiment ça notre volonté. Peut-être aussi que localement, vous n'avez pas les forces vives pour créer une exposition ou une animation dans votre réseau. Eh bien, sachez que ces expositions-là, qui peuvent être créées par un autre bénévole ou par le réseau Église ouverte lui-même, puisque nous avons des expositions à votre disposition, eh bien, nous pouvons vous les prêter et dans ce cas-là, vous avez une animation clé en main. Je parlais d'une exposition, on travaille avec des artistes contemporains et cette exposition autour du linceul, c'est cette exposition, eh bien, nous pouvons aussi vous la mettre à disposition pour créer de l'animation dans votre église. Voilà quelques vues, en tout cas de la disposition. D'autres animations, très rapidement, il y a eu 2 concours photos que nous avons mis en place. La première autour du bestiaire, le second autour de la flore dans les églises. Ce concours photo, eh bien, c'est la participation de beaucoup de personnes qui nous envoient des clichés et ça nous permet de créer un support d'exposition. La remise des prix du prochain concours photo sur la flore dans les églises aura lieu le 22 mai prochain dans l'église Saint-Joseph à Roubaix. C'était la page pub. Ensuite, autre élément, on a des bingos pour les enfants où on a aussi une initiative qui a été créée par un de nos bénévoles qui est les apéros patrimoine. Et c'est-à-dire que une fois par mois ou une fois par été, eh bien, on arrive autour de l'église, récupérer ou associer quelques producteurs locaux. Et ces producteurs locaux viennent présenter leurs produits. Et ça permet aussi d'avoir un petit discours patrimonial dans l'Église. Créer du lien aussi autour de formations. Nous mettons en place des formations pour vous accompagner dans l'accueil, la sécurisation, les animations. Et vous voyez là quelques rencontres participatives pour créer du lien et faire nouer des réseaux de bénévoles qui ne seraient jamais amenés à se rencontrer si elles n'avaient pas participé au réseau. Voilà les types de formations hein, faites par les Pierres, par exemple, ou des communications sur la sécurisation dans les églises. Donc voilà pour pour la présentation de la méthode Église ouverte et de ce que nous pouvons mettre clé en main à votre disposition. Et donc, ces actions-là, je vais repasser la parole à Marie-Josée pour eh bien, vous montrer comment, en adhérant au réseau, vous faites rayonner votre église, mais bien au-delà du local. Alors effectivement, c'est la grande surprise. Tout à l'heure, je vous ai dit, il y a 15 000 cartes brochures touristiques qui sont distribuées là en France. Enfin, en tous les cas, c'était le chiffre de 2023. Donc, vous imaginez comment, à travers cet outil, l'Église lambda, qui est adhérente, du coup, elle est connue, elle peut être connue, elle peut être visitée potentiellement grâce à ces 15 000 cartes brochures. Il y a aussi, bien sûr, la présentation du réseau à l'occasion de plusieurs colloques, plusieurs forums. Nous avons fait 120 présentations auprès de municipalités, de collectivités, plus de 20 journées réseau pour mettre en place différentes thématiques. Sont créés, si on globalise le tout, 40 outils de médiation, 11 expositions, et 5 circuits, et bientôt nous passerons à la réalisation de 8 circuits.
Voyez comment le fait d'entrer dans le réseau peut être lourd de conséquences sur le rayonnement général, mais aussi le rayonnement de votre Église. Alors, si d'aventure ça vous intéressait, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment rejoindre le réseau Église ouverte? Mais encore une fois, il y a bien d'autres solutions que celles que nous vous proposons. Alors, d'abord, le point de départ indispensable, c'est de composer une petite équipe volontaire, engagée, déterminée, et d'avoir l'accord du curé affectataire de l'Église. Nous y tenons infiniment, c'est un partenariat serré et qui, avec l'Église de France, et dans le respect, bien sûr, du droit canonique. Donc, composer une Église, prévenir le curé affectataire, et après, calmement, sereinement, choisir une période pendant laquelle ça peut être 2 jours par semaine, ça peut être un week-end, ça peut être seulement pendant 2 mois dans l'année, mais un minimum d'ouverture symbolique de l'Église. On ne demande pas 24 heures sur 24 ni 365 jours sur 365, mais choisir une période avec un horaire d'ouverture qui sera stable et qui pourra être enregistré et dupliqué via les cartes touristiques, via les sites internet et en particulier le site d'Église ouverte. Ensuite, il faut remplir une fiche d'inscription, comme vous en avez une qui apparaît à l'écran. Il faut bien sûr payer une cotisation, on va y revenir. Mais ce qu'il faut, c'est identifier 6 points, 6 éléments qui sont remarquables, typiques de votre Église, et les indiquer et envoyer des photos de bonne qualité, de manière à ce que ça apparaisse sur le réseau européen des églises ouvertes au titre de votre édifice. Et puis après, on organise l'intégration de votre église dans le réseau, ce qui est l'occasion d'une fête, hein, généralement émouvante et intéressante, et puis après, participer à la vie du réseau. Donc voilà comment on peut rejoindre le réseau. Alors bien sûr, il y a une cotisation de départ qui peut sembler importante. La première année, c'est 350 €, puis les années suivantes, 160 €. On n'a pas du tout la volonté de faire de l'argent. Nous fonctionnons vraiment avec le minimum de professionnels salariés. On y reviendra tout à l'heure. Mais 350 €, c'est dans le détail le prix de la fourniture des équipements de base, l'inscription sur le site, l'installation sur le site, la bannière, les livres d'or, la plaque qui est apposée en façade, et on vous donnera plus de détails. Alors, il y a des tarifs dégressifs lorsqu'il y a jusqu'à 3 églises dans la même paroisse, et des tarifs bien sûr dégressifs quand l'église est en travaux. Donc, voilà pour ce qui est de la grille tarifaire. Je dirais que si on conclut et si on va vers le final, rassurez-vous, on a encore quelques minutes de parole, pas plus. Si on résume la situation, si votre église est déjà ouverte, en fait, le réseau est prêt à vous accompagner pour vous donner et donner à vos équipes une lisibilité qui sera autre, qui sera nationale, qui sera internationale. Ce qu'on vous donnera en plus, vous avez compris, Caroline vous l'a montré, c'est des outils de communication qui ne sont pas bricolés, qui sont homogènes, qui sont professionnels, qui sont probants. Et puis, ce qu'on vous donnera aussi, c'est une formation pour votre équipe. Et puis, on sera en mesure de vous accompagner toutes les fois où vous voudrez lancer une animation et les faire connaître et les relayer. Alors, si votre église n'est pas encore ouverte, vous devez évidemment
avoir les bras pendants et vous dire, mais comment on va s'y prendre? C'est trop difficile. Et c'est vrai, c'est tout un effort, c'est tout un arrachement, et ça peut sembler insurmontable. Vous avez besoin d'aide, et encore une fois, là, on est là pour vous escorter pas à pas dans le processus d'ouverture jusqu'au lancement officiel dans le réseau. Alors, pour nous contacter ou en savoir plus, c'est simple. Réseau Église ouverte France, donc association loi 1901. Le siège administratif est à la Citadelle, à Arras. C'est normal, c'est le Nord qui est très en avance quantitativement avec le nombre des édifices qui sont intégrés. Donc c'est une manière de leur rendre hommage, c'est une manière aussi naturelle de continuer le fonctionnement. C'est à la Citadelle d'Arras, au foyer numérique. Vous avez donc à l'écran et l'adresse électronique et le numéro de téléphone que vous pouvez joindre. Derrière ça, vous avez une équipe de bénévoles et de professionnels, soit salariés, elles sont deux, c'est Margot Rosio et Sandra Libessard. Les autres sont des professionnels, mais qui sont engagés dans ce projet. Vous avez les noms qui s'affichent: Michel Tilly, président fondateur, Benoît de Sagazan, Caroline Biancourt, qui vient de s'exprimer longuement et de vous présenter des choses, Servane Desmoulins-Emery aussi. Et puis, au-delà de ça, c'est, je dirais, une équipe qui est dynamique et qui est à votre écoute. À gauche de l'écran, vous avez une photo qui vous représente à l'occasion d'un séminaire européen, nous en avons un tous les ans, à la fois mêlé l'équipe belge, l'équipe du Grand-Duché de Luxembourg et l'équipe française. Et puis, comme on a beaucoup d'humour, vous voyez à quel point on vous attend à la porte d'entrée de votre édifice. Voilà, aussi bien Caroline que moi et toute l'équipe, on serait très heureux d'entrer en contact avec vous si vous le souhaitez. Et en tous les cas, on est à votre entière disposition pour répondre pendant les 32 minutes qui restent à toutes les questions que vous voudriez nous poser, si toutefois ça vous intéresse. Merci. Merci beaucoup. Donc, comme je vous l'ai dit, les questions se posent par écrit dans l'espace de discussion. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Je vois que certains lèvent la main. Là, on ne va pas pouvoir à chaque fois voilà, donner la parole à ceux qui lèvent la main, mais juste écrivez vos questions et je me ferai un plaisir de les lire à nos intervenantes. Du coup, est-ce que pour revenir sur ce qu'on a vu, vous avez des exemples voilà, d'églises pas encore ouvertes là, qui ont rejoint votre réseau récemment? Et voilà, par quoi on commence? Quelles sont les choses les plus récurrentes que vous voyez face à des... À la première question qu'on nous pose toujours, c'est comment faut-il s'y prendre pour être sûr qu'il n'y ait pas de vol? Ça, c'est C'est la la question question de de la la sécurité sécurité. qui... C'est ce qui revient en premier. Alors, une fois qu'on a vraiment pris toutes les mesures qu'il fallait, ensuite, souvent, c'est ah ben finalement, il faut qu'on fasse un ménage, il faut qu'on fasse un ménage régulier. Finalement, c'est sale. On ne pensait pas qu'elle était finalement aussi sale. Ah, il y a le problème des oiseaux. Comment empêcher que les oiseaux entrent dans l'édifice? Avez-vous des solutions? Après, c'est la question de oh, mais notre documentation, elle est complètement obsolète. Euh, Est-ce qu'on ne pourrait pas faire des petits dépliants? Et puis, vous avez les dépliants, visiter une église pour les nuls. Euh, il nous en faudrait. Et puis, ben, finalement, on avait mis des fleurs artificielles. Ça ne va pas du tout. Et alors là, il y a la question du fleurissement, voire du fond musical. Et puis, il y a aussi qui va ouvrir. Euh, et là, le plus simple, c'est non pas qu'il y ait une personne qui soit en charge de l'ouverture, mais de monter
une petite équipe, un relais. Et alors, on réalise à ce moment-là que ça recrée du lien entre les habitants. Euh, pour fleurir l'église, du coup, avec des fleurs naturelles, on va aller voir la vieille voisine qui, dans son jardin, a des fleurs et qui va être ravie de pouvoir les donner. Mais du coup, on va organiser une mini petite équipe qui va fleurir et puis une mini petite équipe qui va ouvrir. Voilà comment ça commence. C'est comme ça que ça se passe, souvent. Très bien. C'est plutôt rassurant, je trouve, parce que finalement, ça montre bien que c'est pas qu'une question de moyens financiers notamment. Ouais, ça donne espoir, ouais, ouais, de... C'est une question, en fait, de volonté, d'enthousiasme, d'organisation et de trouver une association ou un groupe qui vous prend par la main et qui vous dit, vous n'êtes pas tout seul. Si vous avez des difficultés, voilà, tel et tel type de solution. Mais Ouais, c'est d'abord une ouais, question de volonté. pardon, excusez-moi. J'ai une première question. L'équipe peut-elle aider une association de protection du patrimoine à convaincre la municipalité, petite commune de 180 habitants, de l'intérêt d'ouvrir son église? Tu réponds, Caroline, peut-être, en tant qu'ancienne Je vais municipale répondre. élue Bien. ailleurs. Oui, oui, complètement. On est là pour faire de la présentation, de vous accompagner, d'aller voir les élus locaux à déverrouiller peut-être une situation. Comme Marie-Josée le disait tout à l'heure, ce qui bloque surtout les collectivités, c'est de dire les moyens et l'aspect sécuritaire. Marie-Josée vient d'y répondre. Mais on est absolument en mesure de venir vous accompagner et de présenter concrètement aux collectivités de l'intérêt d'ouvrir leur église. Pour toutes les raisons que je vous ai présentées tout à l'heure, la valorisation, l'attrait touristique, mais aussi la prise en considération pour ces collectivités qu'elles sont garantes de conserver leur patrimoine en bon état et de le transmettre. On a cette mission en tant que propriétaire. Les propriétaires des édifices ont cette mission de conserver en bon père de famille et en maintenir en bon état leur édifice. Alors, je rappelle, oui, que votre présentation sera disponible avec le lien, Bien sûr. voilà, le lien sur l'espace adhérent, une fois qu'on on le mettra en ligne. Donc, oui, oui, la présentation sera disponible. Après, j'ai une autre question. Un curé affectataire et son équipe peut-il empêcher des touristes accompagnés par un médiateur de traverser le cœur de l'église ouverte pour accéder à un lieu de visite inclus dans le circuit des visites touristiques du village? Une question très pointue, ça. Oui, c'est une question très pointue. Ouais, Attendez, je vais Alors, même la relire. Peut-il si, empêcher les si, touristes accompagnés par si, un médiateur de traverser le cœur de l'église le ouverte cœur de l'église. pour accéder à un lieu de visite inclus dans le circuit de visite touristique du C'est de village? l'art de traverser le cœur d'une église. Pas la nef et les bas-côtés, mais de l'art de traverser le cœur d'une église. À ma connaissance, si l'accompagnateur est respectueux de la présence du Saint-Sacrement et que le groupe n'est pas ébouriffé dans tous les sens avec un comportement vociférant, il n'y a aucune raison qu'il y ait une interdiction de traverser le cœur pour voir. alors moi, je vais répondre alors avec une double casquette. Il est bien évidemment que, il faut toujours allier culte et tourisme à l'intérieur de l'édifice. Forcément, au moment des horaires de messe, il est bien absolument impossible de traverser, le chœur, lors d'une célébration liturgique. Tout à fait. En revanche, si il y a dans le chœur ou pour passer dans une crypte, par exemple, on peut très bien aménager avec des cordons ou des mises à distance la possibilité d'accueillir et de canaliser le groupe de touristes à l'intérieur du chœur. Euh, donc, comme tout touriste, et quand on visite une église et qu'on a le Saint-Sacrement, on invite les gens à respecter ce lieu et à respecter le lieu en général. Mais je pense que ce type d'aménagement, c'est du bon sens, du respect de l'un et de l'autre,
dans une procédure de bonne pratique. Si on se met autour d'une table et qu'on discute et qu'on délimite bien les lieux et les interventions de chacun, généralement, ça se passe souvent très bien. C'est vrai que souvent, enfin, de ce que j'ai compris, un dialogue, et c'est là où vous pouvez être utile, c'est d'intervenir dans ce dialogue en apportant déjà votre expertise, votre reconnaissance de réseau et, et voilà, de soutien peut-être aux petites associations locales qui parfois manquent d'arguments face soit au maire, soit à l'affectataire. C'est vrai que très souvent, nous servons d'interface entre les associations locales, le curé affectataire et la municipalité. Très, très souvent. On est en fait le maillon manquant qui permet du coup de fluidifier, d'huiler les choses et de rendre Moi, le je trouve dialogue que c'est possible. le rôle de tout ce qui est un peu national, d'avoir un point de vue tiers, d'avoir l'expérience de quelque chose qui dépasse le régional et d'être neutre en fait, et d'apporter beaucoup de neutralité voilà, dans des histoires un petit peu complexes où avec l'histoire, les gens se braquent, etc. Et ça apporte beaucoup voilà, de L'espace. neutralité qui fait beaucoup de bien, je pense, dans le dialogue, pour s'écouter notamment. Euh, Ah oui, êtes-vous en partenariat avec les guides CASA? Alors, Alors, on n'a CASA, pardon. pas de contact, pas pour l'instant. Pas pour pas de contact direct, oui. Vas-y, D'accord. Marie. Mais ça peut venir. On Ouais, est en train de découvrir qu'on a de plus en plus de partenaires et c'est vraiment dans notre esprit, c'est de travailler avec les autres pour une efficacité d'ensemble. Donc, il est tout à fait envisageable que nous ayons un partenariat à un moment donné avec CASA. Pourquoi pas, au contraire. Ça s'est fait progressivement avec la sauvegarde de l'art français, avec la Fondation du patrimoine, avec la Fondation Bien commun. Et tout est ouvert et tout est possible. Avec les petites cités de caractère, c'est en cours de réalisation. En fait, nous sommes très jeunes. ouais. On est en train de s'ouvrir, de communiquer sur notre savoir-faire et on est là pour travailler en réseau aussi avec toutes les associations de sauvegarde qui existent, toutes les fédérations, pour justement mutualiser à travers une action commune qui est la valorisation et le devenir de nos églises. Et bien sûr, avec la conférence épiscopale des évêques et les États généraux, d'ailleurs, qui nous ont auditionnés. Donc, nous sommes vraiment là pour faire du lien au sujet des églises. Alors, autre question, pouvez-vous accompagner une association qui vient de se créer pour défendre une église du XXe siècle remarquable, désaffectée et mise en vente par le diocèse avec le risque qu'elle soit détruite dans le cadre d'un projet immobilier? Alors là, on est quand même en limite d'exercice. Là, c'est une situation qui est une situation de crise et on est au bord de la désaffectation. Donc là, je pense que ça relève plus d'un dossier de la Fédération Patrimoine Environnement, parce qu'on est dans une phase qui est une phase contentieuse. Mm. Euh, nous n'avons pas. Je vous invite à m'envoyer un mail. Ah oui, Je pense que ma collègue vous enverra mon mail tout à fait. droit-association-patrimoine.org et on se fera un plaisir voilà, de voir ce qu'il est possible de faire. Alors, Euh, en revanche, pour répondre à la question, vous voyez, notre rôle, c'est de servir de lien. Et là, pour nous, le lien qui est le plus évident, c'est de vous guider vers le service juridique de patrimoine environnement. Alors, bonjour de Cabrières d'Avignon. Oui, en général, les touristes sont peu religieux et sont intéressés par le côté artistique et patrimonial uniquement. Oui, c'est juste une. Je pensais qu'il y avait une question. Oui, C'est mais juste. enfin, moi, je vais compléter quand même cette réflexion. Oui, une église, c'est un caractère de beau avec un côté patrimonial, mais elle a une vocation à la base. Et si au cours d'une visite, on peut
instiguer ou en tout cas expliquer pourquoi on trouve une statue de la Vierge à tel endroit, pourquoi on a une disposition des espaces d'une certaine manière. Et c'est aussi ça la culture, c'est-à-dire que on va à la découverte de la culture de l'autre ou une culture qu'on ignore, et c'est aussi ça compléter. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dissocier un élément qui est dans l'Église d'un élément spirituel. Voilà. Et il faut savoir croiser intelligemment tous ces niveaux de discours. J'ai une autre question. Intégrez-vous dans votre démarche une aide à identifier un intérêt patrimonial singulier non perçu par les locaux? Tout autre sujet, lors des créneaux horaires d'ouverture, est-il prévu des temps réservés au recueillement hors visite des foules touristiques? Alors, je vais répondre peut-être Oui, point par point. oui, il y en a deux questions. Donc, sur la Il y a deux démarche questions. à identifier un intérêt patrimonial, bien évidemment, Singulier. on peut, sur des choses qui ne sont pas perçues, oui, on peut vous inviter à ouvrir les yeux sur votre église autrement. Voilà. Vous la connaissez peut-être trop bien et vous ne voyez plus les choses qui sont intéressantes dans un corpus général de patrimoine ou autre. Et oui, c'est aussi notre rôle de vous réouvrir les yeux sur votre église. Quant aux créneaux horaires d'ouverture, j'oserais dire, elles sont à organiser selon le temps des bénévoles. Comme Marie-Josée le disait tout à l'heure, c'est que il faut l'ouvrir de manière régulière. C'est ce que nous demandons, de manière régulière pendant un temps qui soit relativement identifié. Deux mois au mois de juillet-août et peut-être une période au mois de décembre autour des fêtes de Noël. Ça peut vous créer de l'animation. Et donc, dans ce cas-là, une fois que les horaires de visite, elles sont bien calées, ou ça peut être que 3 heures l'après-midi ou tous les dimanches, toute la journée, une fois que c'est bien calé en fonction de ce que vous avez sur place, en fonction de vos forces vives, oui, ça se passe toujours correctement avec les foules touristiques. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas. Alors, on n'est pas urgence patrimoine, absolument pas. On est uniquement là pour faire de l'animation. On a chacun ses réseaux d'activité. On travaille tous en bonne intelligence et voilà, il y a suffisamment de patrimoine pour s'occuper de plein de choses. Urgence patrimoine a son créneau. Nous, on est là pour actualiser et animer nos églises, si on a des équipes sur place qui ont envie de le faire et envie de vivre l'aventure avec nous. Voilà. L'église est en travaux, toiture, un tableau est en cours de restauration, devis en attente. Dans ce domaine, est-ce que vous pouvez avoir une aide quelconque? Enfin, d'être une aide, est-ce que vous pouvez les aider? Alors, nous avons des liens avec la sauvegarde de l'art français. Alors, localement, je ne sais pas si votre tableau il est protégé au titre des monuments historiques, mais dans ce cas-là, s'il est protégé, il a forcément Non, la compagnie. Alors non, pas de il n'est pas protection. protégé au titre des monuments historiques. Alors là-dessus, on a des partenariats avec la Fondation du patrimoine qui peut mettre en place une souscription. On peut vous donner les coordonnées du délégué local. Je ne sais pas de quelle région vous êtes, monsieur ou madame. Ou encore, vous savez que la sauvegarde de l'art français anime une opération chaque année autour de l'opération Le plus grand musée de France. Et peut-être que votre élément de patrimoine peut intéresser la sauvegarde de l'art français pour faire rentrer ce tableau dans son dispositif. Par ailleurs, vous avez aussi la possibilité avec vos élus d'avoir localement des subventions publiques qui ne sont pas hors cadre des subventions État via les monuments historiques, mais peut-être que localement, vous avez une collectivité qui a un fonds de concours et qui permet de vous aider à subvenir à la restauration de cet élément mobilier. Les départements, souvent, sont des bons
Enfin, regardez Donc, bien les aides départementales, souvent sur du patrimoine non protégé, mobilier comme immobilier. Voilà, ça existe et c'est souvent conséquent. De la même manière, parfois, c'est les régions voilà, qui ont ces subventions à disposition de ceux qui en font la demande. Très bien. Merci, je me renseigne. La proposition d'exposition est très intéressante. Savez-vous mettre en lien avec les artistes locaux? Alors alors, ça, c'est le local qui peut répondre. Nous, forcément, on a des réseaux qu'on a tissés avec des gens qui nous ont posé des questions pour exposer dans les édifices. À vous de voir si localement vous avez des personnes ou pourquoi pas faire un appel à projet pour animer votre église dans le cadre d'une exposition. on ne connaît pas tous les artistes Non. locaux. Oui, Voilà. c'est ça. Est-ce que Alors, vous avez, là on voit que l'association est toute nouvelle, est-ce que dans votre projet, l'idée c'est d'avoir des antennes dans chaque région, dans chaque département, ou est-ce que c'est vraiment, voilà, ce réseau, le Nord peut aider le Sud, enfin il n'y a pas véritablement de volonté d'organiser le territoire et de le... ici, alors justement, dans nos projets immédiats, il y a une organisation territoriale un petit peu à l'image de celle de la sauvegarde de l'art français ou de la Fondation du patrimoine. Mais nous sommes très réalistes et nous procédons par étapes successives. Donc, dès qu'il y a une masse critique, je prends l'exemple de la Normandie, on a atteint une masse critique en 2 ou 3 ans. Donc, au bout de 2 ou 3 ans, on a été en mesure d'avoir un délégué ou une déléguée régionale qui fait du lien entre, du coup, les différents édifices qui ont adhéré. Mais en dessous de cette masse critique-là, on ne peut pas s'engager dans un cadrage qui soit celui d'une organisation. On est plus dans un lien de fil avec le siège. Mais le projet, c'est progressivement, pas à pas, de progresser en tâche d'huile. Parce qu'en fait, c'est ce qui est en train d'apparaître. Lorsqu'une église adhère, souvent, dans un rayon de 20-30 kilomètres, il y a un phénomène de boule de neige qui se fait sur le moyen terme ou le court terme. Donc, réponse à la question, oui, mais par étapes successives avec bon sens et discernement. Monsieur Jaillet, peut-être que prochainement, il y aura un délégué qui pourra vous apporter peut-être une réponse un peu plus concrète. Mais les artistes locaux, oui, je Bien pense que sûr, et là, il y aura la tout le réponse. monde peut apporter sa pierre à l'édifice de Mhm. manière... Surtout que les artistes sont demandeurs d'exposer dans nos églises. Bien sûr. Et on l'a bien vu avec les quelques contacts, ils sont ravis en fait de mettre à disposition leurs œuvres qui peuvent voyager, puisque même eux, ça leur assure aussi un Mm. côté de communication et de valorisation de ce qu'ils font. Ouais, c'est sûr, dans des lieux magnifiques, oui, oui, c'est... oui, des personnes me disent qu'ils vont que très bien. Merci pour cette belle présentation. Oui, donc de la même manière, ce qui était intéressant dans votre présentation, c'est de dire que vous avez des outils qui ont servi pour d'autres églises, qui ont déjà servi et qui pourraient servir pour d'autres membres du réseau. Voilà, une Oui. église a fait une exposition euh, voilà, sur un sujet un peu général. Elle pourrait très bien, enfin, ce dispositif-là pourrait très bien servir un autre enfin, à une autre église. Mais très concrètement, comment fait-on? J'imagine que c'est assez volumineux. Est-ce que j'imagine que pour certains, ils n'ont pas beaucoup voilà, de sous, faire les déménagements, etc. Comment ça se passe concrètement? Est-ce que c'est chacun se débrouille et... Alors, très concrètement,
les expositions qui sont élaborées, fabriquées par Église ouverte France, nous en avons plusieurs exemplaires avec un agenda, calendrier, et nous les prêtons selon ce calendrier. Maintenant, si une église adhérente élabore sa propre exposition et que on en a bien sûr connaissance, on diffuse l'information et on peut parfaitement imaginer que ce soit le délégué Église ouverte France qui assure le transfert. Bon, nous nous retrouvons tout de même pour les conseils d'administration assez régulièrement et je dirais qu'on a des contacts mail quotidiens entre le siège et les différents délégués et on a des réunions toutes les semaines. Le bureau a des réunions toutes les semaines ou tous les 15 jours de synthèse. Donc, il y a une information qui remonte au siège. Elle est évidemment diffusée et on prend les décisions et on cherche toujours à optimiser les réponses données en faisant des économies de déplacement, bien sûr. On joue l'astuce, la débrouillardise, mais le professionnalisme aussi. Oui, bien sûr. C'est très clair. Ah oui, question très intéressante. Travaillez-vous avec la conférence des évêques? Vous l'avez un peu évoqué, peut-être trop rapidement. Donc, Bien sûr, on est en contact permanent avec Gauthier Mornas, qui organise les États généraux de l'Église de France. Nous avons été auditionnés. La conférence épiscopale est au courant de l'ensemble de nos projets. Euh, voilà, hein, donc, nous bénéficions d'un soutien réel parce que la conférence épiscopale comprend à quel point le fait d'ouvrir les églises dans une démarche missionnaire maintenant est nécessaire et peut faire partie du dispositif. Voilà. Donc c'est dans un grand respect mutuel que nous fonctionnons. très bien. On a évoqué aussi dans vos partenaires la Fondation du patrimoine avec le prix Sésame. Comment ça se manifeste, ce partenariat? Est-ce que est-ce que les églises qui sont membres du réseau participent au prix ou... Alors, pour l'instant, ce ne sont pas les églises qui, à titre individuel, les églises adhérentes à Église ouverte France, ce ne sont pas ces églises à titre individuel qui participent, mais en revanche, à l'heure actuelle, c'est Église ouverte France qui, cette année, a déposé un dossier de candidature au concours du prix Sésame. Nous verrons après, à la suite, comment développer de manière régionale le partenariat. En revanche, on est beaucoup plus avancé en partenariat avec la sauvegarde de l'art français sur des prix en commun, sur des diffusions d'informations en commun. Mais tout est possible. Encore une fois, Église ouverte Nord-de-France à 10 ans et Église ouverte, enfin devenue Église ouverte France à 1 an. Ah non, oui, oui, oui. Là, il y a juste une remarque. Donc, ce n'est pas une question, mais en Bourgogne et surtout en campagne, il y a encore de nombreuses églises ouvertes aux touristes. Exemple, dimanche, je suis allée voir Montigny-Saint-Barthélemy, je ne sais pas, 200, je sais pas, à 20 h, j'imagine, voir des concerts classiques comme à Aligny, mais ce n'est peut-être pas institutionnalisé. Merci pour les infos. Normalement, tout concert dans une église À 200 habitants, pardon, 200 habitants. fait l'objet d'une demande d'autorisation du curé affectataire. Bon, donc là, c'est probablement ce qui s'est passé. Alors, je dois dire que parmi les églises qui sont dans le réseau Église ouverte France, il y a évidemment énormément de concerts qui sont organisés, et pas seulement des concerts gospel, mais à chaque fois, ce sont des concerts dont l'autorisation était demandée au curé affectataire. On est tout à fait dans cette ligne. On a des communautés d'agglomération qui cherchent justement, qui nous ont demandé aussi
de leur expliquer comment ça fonctionnait, les principes de concert dans les édifices, pour leur réexpliquer aussi la loi de séparation et l'application de la loi de séparation dans les églises et le fonctionnement, notamment autour des concerts. Et comme certaines communautés d'agglomération ont déjà des programmations culturelles chaque été dans les édifices, eh bien, ça les intéresse justement de venir aussi rajouter dans leur volet culturel la dimension touristique, patrimoniale, en plus uniquement du simple concert qui a lieu une fois ou 2 fois dans l'année. Mm. Mais c'est vrai que enfin pour certains, là oui, la loi de 1905, enfin ce rapport entre mère et affectataire est pas forcément connu ou compris. Et quand on estime, enfin nous, on a beaucoup de cas comme ça qui nous sont remontés, où le maire fait un peu tout et donc du coup s'approprie le lieu et demande pas forcément, voilà, après ça me fait un peu les boules de neige, plus personne s'entend, tout le monde reste braqué, etc. Et c'est là où je trouve qu'une personne tierce est très, un espèce de médiateur aussi, hein, et très très encourageant en fait pour reprendre le dialogue. Je pense que tout part de là en fait, hein, parce que pour les garder ouvertes, c'est ouais, et puis rassurer aussi, comme vous dites, sur la sécurité. Mais ce que je trouve très rassurant, c'est que finalement, oui, comme vous dites, quand il y a la volonté, on y arrive, quoi, et on fait des choses très chouettes avec peu de moyens. Donc ça, oui, c'est très encourageant pour tout le monde, en fait. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Vous enverrez le PowerPoint aux inscrits aujourd'hui. Alors peut-être, enfin d'aujourd'hui. Oui, non, on n'envoie pas le PowerPoint. Il se trouve dans votre espace adhérent avec les enregistrements des web ateliers. Après, Oui, vous si pouvez, vous oui, avez peut-être le retrouver d'autres sur indications, vous pour savez que Patrimoine vous pouvez nous Environnement. retrouver, voilà. Et puis vous pouvez nous retrouver aussi en direct sur le site de la Citadelle. Vous allez sur le site internet, vous tomberez, enfin, vous accéderez au point de portail d'entrée sur la page Open Churches, où il faudra aller démarcher et aller chercher le volet français, puisque pour le moment, la mise en place du site, elle n'est pas encore très ergonomique, mais ça va arriver, on y travaille. Et comme ça, vous arriverez directement sur le site français, mais vous allez retrouver facilement nos coordonnées pour appeler le siège, pour avoir toutes les informations, si vous êtes intéressé. Bon, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense que je vais vous remercier chaleureusement toutes les deux voilà, de votre disponibilité et de vos précieux conseils. Merci à vous. Merci encore. J'espère qu'il faudra nous dire les répercussions de tout ça et de l'avancée, oui, de l'association, du réseau. Voilà, Monsieur Brocard, merci pour votre présentation très claire, passionnante, très concret, trop peu connue. Et ben, oui, trop peu connue, mais en même temps, toute jeune, l'association. Donc, la Patrimoine Environnement est là pour ça, pour faire connaître les associations adhérentes. Donc, longue vie à Église, au réseau Église Ouverte France. Et puis, bah, on va adhérer. Voilà, voilà. Bravo, bravo, bravo. Mais on vous accueille les bras ouverts. Et merci infiniment pour votre accueil. Vraiment. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée et à très vite.